Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 21 mai 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous parle de Albert Laberge, qui a été qualifié par Camille Roy, prêtre et censeur, qui a été qualifié donc père de la pornographie au Canada. Albert Laberge qui a écrit un livre, 1918 si je ne m'abuse, La Squin, publié à 60 exemplaires, assez petit tirage, une véritable curiosité bibliophilique, mais qui a quand même été interdit. Le livre a été interdit par l'Église catholique. J'ai commis une petite vidéo, toujours sur YouTube, où je parle de ce livre d'Albert Laberge et je vous montre même à l'écran l'un des 60 exemplaires que j'ai le bonheur de posséder dans ma bibliothèque. Je le possède. Mais, ne reculant devant aucune bravade, afin de solliciter, de provoquer l'émulation, je vous montre ceci. Je vous lis l'autographe, j'enchaîne avec la justification du tirage, et je vous parle un peu de la conception de la littérature selon Albert Laberge. Et, si vous n'êtes pas trop sage, d'ici quelques jours, quelques semaines, voire même quelques mois, il faut savoir attendre. Dans la vie, il faut savoir différer ses plaisirs, ça fait partie du plaisir également. Je vous lirai quelques-unes des lettres inédites que je possède. Alors, Albert Laberge propose sur nos écrivains, édition privée, Montréal 1954, je vous le remonte, car malgré toute sa notoriété, on ne peut pas parler de célébrité ici, de notoriété, il était connu du petit monde littéraire, qui a toujours été un petit monde. Certains imaginent un âge d'or de la littérature. Ça n'a jamais existé, un âge d'or de la littérature. La littérature a toujours été dans la marge. La littérature, je ne parle pas de roman historique, je ne parle pas de roman populaire, je parle de littérature. La littérature et la poésie, de même que la philosophie, un petit peu moins aujourd'hui, ont toujours été dans la marge. Alors oui, édition privée. À Oswald de Meyran, un vieil ami de tant d'années dont j'ai été à même d'apprécier les hautes qualités de cœur et d'esprit, et dont la beauté et la noblesse de sa vie m'inspirent une profonde admiration. Hommage ému, Albert Laberge. Et oui. Et je vous montre maintenant la justification du tirage. Est-ce qu'on la voit? Édition privée hors commerce, tirée à 75 exemplaires, numérotés et signés par l'auteur. Le nôtre, c'est le numéro 1. Et ici, je vous montre à l'écran la photo. Oh, ouais, là, on la voit bien. C'est Oswald Meyran, le destinataire de l'autographe, qui était directeur de la patrie, le parfait gentilhomme, dont les hautes qualités de cœur et d'esprit font depuis plus de 50 ans l'honneur du journalisme au Canada français. Alors, il commence justement par un portrait, le parfait gentilhomme. On y trouve, entre autres, chacune de ses paroles est un acte de foi. Meyran a sauvé la presse d'une catastrophe, dans le journal La Presse. C'était en 1917, lors de la Première Grande Guerre. Le gouvernement impérialiste de Borden voulait imposer la conscription. C'était là une tâche difficile, car la population de la province de Québec y était absolument et véhémentement opposée.
Méran était à ce moment rédacteur en chef du journal et Arthur Dansereau en était le rédacteur politique. Or, un matin, parcourant les épreuves, ce qui constituait une partie de sa besogne, Méran tomba sur un article de Dansereau prônant fortement la conscription, s'appuyant sur des raisons boiteuses et des exemples démodés. Méran lisait, ici ce qui est intéressant, là, je vais m'approcher. Je ne sais pas si on voit bien. Vous voyez là? Enfin, il a corrigé la faute d'orthographe à l'encre. Et l'exemplaire en est constellé. Ça devait être une très, très, très grande souffrance, toutes ces fautes d'orthographe ou coquilles constellant la page. Ça, pour un écrivain, un poète, là, une fois l'ouvrage imprimé, d'y trouver des fautes. Ah, c'est pire que certains tremblements de terre. Alors Méran lisait cette espèce de plaidoyer qui tentait de justifier l'enrôlement de notre jeunesse pour la guerre outre-mer et il n'en revenait pas de sa surprise. La prêche prêchant la conscription dans la province canadienne française de Québec, c'était quelque chose d'inouï, une véritable trahison. Ouais, on pourrait s'appeler la trahison au fond, hein? C'est des trahisons multiples. Depuis toujours, la presse est sous la férule d'une certaine pensée anglo-saxonne. Publier cet article lui paraissait une erreur fatale. Avec sa clairvoyance, son jugement habituel, il en calculait les conséquences. Révolté, indigné d'une pareille turpitude, les abonnés renverraient le journal avec des lettres d'injures. Les annonceurs refuseraient de payer un sou pour avoir de la publicité. Aux yeux de Méran, la publication de l'article de Dansereau paraissait un vrai suicide. Il fallait agir, prendre une décision. Certes, Dansereau était le rédacteur politique, mais lui, Méran, était le rédacteur en chef sur qui reposaient les responsabilités. Il était d'avis de mettre de côté ce texte. Toutefois, il aurait voulu consulter le président de la presse. Mais justement, à ce moment, André Berthiaume, qui occupait ce poste, était en voyage à New York pour aller écouter une partie de hockey opposant les Rangers de New York aux Canadiens de Montréal. Non, ça, c'est pas vrai, c'est moi qui ai rajouté ça. À défaut du président, c'est ce qui va se passer demain, par exemple. À défaut du président, Méran alla consulter l'un des directeurs, Zénon Fontaine. Zénon, qui faisait flèche de tout bois. Bon, d'accord. Qui avait son étude d'avocat dans l'édifice de la presse. Fontaine appartenait au Parti conservateur, mais ses intérêts particuliers étaient dans la presse et il fallait protéger celle-ci. Naturellement, ses intérêts personnels passaient avant ses opinions politiques. Il se déclara contre l'article de Dansereau, contre l'article en litige. Fort de l'appui de Fontaine, Méran déchira les preuves et ordonna de jeter le métal de l'article au rebut. Le même soir, La Patrie, alors propriété des frères Tarte, publiait un chaleureux plaidoyer en faveur de la conscription. De toute évidence, il avait été entendu entre Dansereau et les frères Tarte que les deux journaux français de Montréal se prononceraient le même jour en faveur du mouvement de la conscription. Mes lecteurs n'auront pas de peine à deviner le motif qui poussait ces opportunistes à agir ainsi. Alors, je vous remonte un autre passage. C'est très intéressant, hein? Cette affaire-là de la conscription. Les Canadiens, les vrais Canadiens, c'est-à-dire les Québécois, ont toujours été, à l'instar des Américains, isolationnistes. Ils ont toujours refusé de prendre part à quelque guerre que ce soit, toujours organisée au nom de l'État. Il ne faut pas oublier les Canadiens français étant
quelques-uns d'entre eux, ou pour beaucoup d'entre eux, des agriculteurs, donc des propriétaires fonciers, c'est-à-dire des individus ayant le sens du patrimoine individuel, ne souhaitaient pas être inféodés à d'autres puissances que la leur, ce qui en a toujours fait des individus individualistes, comme les Américains. On ne se promène pas comme ça là, sur le terrain d'un agriculteur au Québec. On ne veut pas recevoir un coup de 12 ou un coup de 303. Je vous remonte. Ça devait être une terrible souffrance de voir. Regardez, je vous montre ça. Regardez. Ça devait être une terrible souffrance de voir son ouvrage ainsi maculé de ratures et de renvois et de notes en bas de page écrites, manuscrites. Ouf! La revue La Compagnie à numéro, la grande classe comparée à ça. Alors, mon premier livre, je conclus là-dessus, je me suis égaré. Pour faire une autre parenthèse. Je vous disais donc que je possédais quelques lettres inédites d'Albert Laberge. Et il raconte Albert Laberge dans l'une de ses lettres. Bon, qui vit assez pauvrement. Il possède une maison à Châteauguay. Il mange des bines, des cannes de bines, parce qu'il n'y a pas d'argent. Les cannes de bines, c'est des fèves en conserve. Et dans son grenier, il y a des caisses, des cartons de ses propres livres qu'il refusait de vendre sur le marché et qu'il offrait avec parcimonie aux gens qu'il jugeait dignes de les recevoir. Je pense qu'avec l'essor de la micro-édition, nous nous approchons de cet idéal-là, qui est au fond un véritable idéal que de commettre des ouvrages, d'abord pour son propre plaisir, et ensuite pour le plaisir de ses amis ou de ses proches. Nous n'écrivons pas pour ceux qui ne sont pas encore nés. Nous écrivons, nous pensons, nous parlons pour nos contemporains. La postérité est une idée, à mon sens, caduque et les deux bombes sur le Japon y ont mis fin. La postérité, aujourd'hui, on ne sait même pas si l'humanité va survivre. Alors forcément, la posture de l'écrivain qui écrit pour les générations futures est, à mon avis, un non-sens. Alors Laberge avait dans son grenier des cartons de ses livres. Alors il explique La Squin, mon premier livre. Il y a un peu plus de 35 ans que mon premier livre, le roman La Squin, a été publié. Il a vu le jour en 1918, l'année de la grippe espagnole. Comme il arrive souvent dans une famille, c'est l'aîné qui est le favori des parents. De même, j'éprouve une dilection particulière pour cette histoire de la Terre. Peut-être est-ce dû aux difficultés que j'ai eues à l'écrire. En effet, j'étais tellement pris par mon travail au journal que je n'avais pratiquement pas de loisirs, et c'est par petites tranches, rédigées à intervalles, à de rares intervalles, que j'ai pu mener l'entreprise à bonne fin. La tâche a duré de 14 à 15 ans. Une année, j'écrivais parfois 2 ou 3 chapitres, une autre année, un seul. Il s'écoulait même des années pendant lesquelles je ne pouvais ajouter une seule page à mon manuscrit. Il m'a fallu de la persévérance pour finir ce petit roman. Entre-temps, pour me faire une idée de ce que ces divers épisodes paraissaient une fois imprimés, j'en publiais quelques-uns dans tel ou tel journal. Et c'est dans cette période d'essai, d'expérience, que j'eus mes tribulations qui affermirent ma détermination de me rendre au bout de mon histoire. Le trouble commença lorsque je publiai un chapitre du roman dans La Semaine, journal fondé par le camarade Gustave Comte, qui n'en était alors qu'à son 3e numéro.
L'attaque fut brutale et elle vint de haut. Ce fut, en effet, la semaine religieuse, l'organe de l'évêque Bruchézy, qui, en dépit de plates excuses, annonça la condamnation de la feuille en question. L'auteur du conte, Les Foins, fut qualifié de pornographe. Pour un coup de crosse, c'était un rude coup de crosse, un peu comme un coup de bâton de policeman sur la tête d'un malfaiteur. Pornographe. Mais ce n'est pas tout. L'évêque Bruchézy tenta de me faire perdre mon emploi à la presse. Heureusement pour moi, le père Berthium, un homme loyal, qui savait reconnaître un honnête travailleur, resta sourd aux recommandations du prélat. Si j'avais eu un tant soit peu l'amour de l'argent, j'aurais exploité la réclame de pornographe que m'avait fait le journal de l'archevêque. Comme bien on pense, d'autres attaques suivirent, attaques inspirées par le désir de l'auteur de se faire bien voir à l'évêché. Le bedeau qui dirigeait la défunte croix trouva à me blâmer parce que dans une de mes scènes, les scènes de l'école que fréquentait la Squin, ronronnait en répondant aux litanies. Puis ce fut le pion qui pontifiait dans la non moins défunte vérité. Le brave homme me conseilla tout simplement de briser ma plume. C'était un avis bien charitable, mais je ne crus pas bon de le suivre. Ensuite, il eut l'abbé Camille Roy, qui, m'a-t-on raconté, jeta quelques pierres dans mon jardin. Je dois dire cependant que connaissant la mentalité de ce pitoyable critique, sa façon d'apprécier les œuvres littéraires, je n'ai pas eu la curiosité de feuilleter son livre, mais je peux dire en toute sincérité que j'aurais été désolé de mériter ses éloges. Son blâme et le jugement qu'il a pu porter sur moi me laissaient parfaitement indifférent. Évidemment, la valeur marchande d'un livre, le prix que l'on paie, est un bien pauvre critérium de sa valeur littéraire, tout de même. J'appris un jour avec une certaine satisfaction que 2 exemplaires de la Squin, que le hasard avait conduit dans une importante librairie de livres canadiens, avaient été payés 15 $ chacun par des bibliophiles. D'un autre côté, j'ai vu pendant longtemps dans la vitrine d'un marchand de livres d'occasion 2 ouvrages de l'abbé Camille Roy offerts à 1 écu chacun sans trouver de preneur. Ouais. Et là, il suit, Albert Laberge. Il enchaîne avec une lettre d'Henri Barbus, hein, le célèbre auteur de l'Enfer, qui a décrit l'horreur des tranchées. Henri Barbus, qui est un écrivain qu'on lit encore un peu aujourd'hui, un auteur anarchiste, ma mémoire est bonne, qui donc décrivait l'enfer des tranchées de la Première Guerre mondiale. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Portez-vous bien, portez-vous bien. Et voilà, c'est tout. Allez, voilà. Merci. Bonne journée. Vous connaissez la suite.